cloche d'angoisse et larmes d'adieu. Réfugié, sors de cette armoire pleine de vestons vides. Enroule-toi une écharpe des tourneaux autour du cou et rentre chez toi où un peloton d'élocution t'attend dans le cours de ce qui fut ta maison. Il n'en reste plus qu'un éternuement de microbes qu'un mauvais vent d'automne emporte à tire-d'aile dans un vieux Boeing plein de missionnaires et de poètes. La nuit venue, cesse de fouiller la voûte et de chercher l'étoile. Regarde plutôt où tu poses le pied, car la plus mince des flaques réfléchit l'univers qui adhère à tes semelles. Et un concert de croissement fait frémir la gelée tendre de ton cerveau. C'est par ce hublot qui s'ouvre sous tes pas que le peuple des corbeaux s'envole dans la nuit des temps. Là aussi s'ouvre le tunnel au bout duquel la neige enrage les écrans et où t'appelle ce goût de lait premier. Mesdames et messieurs, littéraires, aspirants littéraires, curieuses et curieux, bienvenue à ce nouvel épisode de Les Paroles Restent, cette émission qui permet à mes invités de bel et bien consigner tout ce qui sera dit aujourd'hui et qui sait, peut-être permettra-t-on à leurs écrits de s'envoler inversement. C'était un extrait de « À la merci de l'étoile » de Gilles Latour, tout récemment publié, ce Gilles, 2018. En mai dernier, donc mai 2018, tout frais aux éditions L'Interligne. Oui, que je remercie d'ailleurs. À l'instar des 3 premiers recueils. D'ailleurs, je me permets de le dire, Mots qu'elle a fait taire a été finaliste au prix Trillium, finaliste au prix Le Droit également, n'est-ce pas? Oui, et puis au prix de la Ville d'Ottawa. Au prix de la Ville d'Ottawa, bien sûr, j'y étais d'ailleurs. Alors, écoutez, je te remercie beaucoup d'avoir mentionné les éditions L'Interligne, que je remercie parce que un manuscrit, c'est un auteur qui produit ça, c'est sûr. Mais un livre, c'est fait par une équipe. Et c'est l'éditeur qui donne voix à ce qui, autrement, serait tout simplement, j'allais dire un vice solitaire, mais je vais m'arrêter là. Mais ça serait tout simplement une écriture silencieuse, quelqu'un qui se parle tout seul. Alors, l'éditeur est essentiel dans ce processus. Et puisque tu parles, et à juste titre, puisque tu parles de la valeur intrinsèque de l'éditeur dans le phénomène du livre, Gilles, je me permets de le dire, tu as été directeur de la collection Fugue, donc la collection Poésie, aux éditions L'Interligne. Oui. Mais en marge de ça, ou avant ça même, tu as œuvré, donc tu as fait carrière en développement humanitaire, développement international. Oui, ce qui m'a mené aux 4 coins du monde, pas toujours dans les coins les plus heureux ou les plus accueillants ou les plus faciles, mais bon, dans une 60aine de pays où toute la mosaïque humaine est en vue, pour le meilleur et pour le pire. Et tu es encore, à l'heure actuelle, expert conseil en la matière, n'est-ce pas? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de moins en moins, disons. Là, j'ai la chance d'être à la retraite et de pouvoir me concentrer sur l'écriture. Mais des fois, le téléphone sonne et puis on m'offre des choses auxquelles il est difficile de résister. Ah, et voilà. Ah, le rêve, le rêve! Tu es aussi réviseur et traducteur, donc réviseur, traducteur technique. Encore là, j'essaie de réduire le plus possible pour me concentrer dans les années qui me restent, mais il m'arrive de faire des traductions, entre autres dans le domaine humanitaire, pour des fondations. C'est l'émission qui permet de rajeunir ici. Oui, donc, déjà, j'ai perdu 10 ans depuis qu'on a commencé à parler. Tu es originaire de Cornwall, Gilles? Je suis sorti de ma mère à Cornwall. Ma mère était cornouallaise, si on peut dire. Mon père était médecin à Alexandria. Ma famille, comme tu le sais, ma mère étant une Charlebois, venait de Saint-Isidore. Donc, on est en territoire connu, ami, familial, familier. Et voilà. Mais c'était un immense plaisir. Et un honneur. Aussi, et je te remercie encore. T'es prêt? Je suis prêt. Il y a 3 segments à l'émission. C'est pas compliqué. Il y a une part de hasard chaque fois. Mais surtout, on cherche à forer, on cherche à creuser. Silence, on tourne, c'est le premier segment. Il y a la roue derrière toi. Ah donc, bon, tout ce que tu as à faire, c'est tourner ça. Ouais, c'est le casino. Vas-y. On est tous gagnants? On est tous gagnants, on verra. Selon la dimension donc, à laquelle l'aiguille s'arrête, je te pose tout simplement la question. Dans quelle mesure, dans ce cas-ci, le milieu urbain t'inspire-t-il ou inspire-t-il le travail d'écrivain donc, auquel tu t'exerces? Je pense que on est toujours un reflet de son milieu. Alors, je viens de dire d'où je viens, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans les villes. J'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Ottawa, je vis encore à Ottawa, j'ai vécu à Paris, j'ai voyagé, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des dizaines et des dizaines de pays, et souvent
même si notre travail humanitaire se fait dans les campagnes, il se fait à partir des villes. Donc, la ville, pour moi, cette fourmilière, cette ruche d'activités, où encore là, le pire et le meilleur sont en évidence et où l'humanité se bouscule dans un tumulte continuel, ça m'a toujours fasciné. J'aime les villes. Je ne cherche pas à les fuir, au contraire, je gravite au centre ou vers le cœur des villes. Tu as d'ailleurs habité Ottawa, tu as habité Montréal? J'ai habité Montréal, j'ai habité des petites villes, des villes plus petites aussi, mais je dois dire que la grande ville, aussi effrayante soit-elle à un certain niveau, est également fascinante. Il y a une séduction des villes qui s'exerce, en tout cas chez moi. Et je me souviens, les villes ont une personnalité. Londres, Rome, Paris, les grandes villes européennes, toutes ces villes-là laissent une grande impression. Pour moi, en tout cas, c'est des choses que j'ai en moi. Alors donc, sûrement, je ne peux pas dire comment exactement, mais sûrement que la réflexion de ça est dans ces recueils. Dans ce recueil-là, il y a même un poème qui commence comme ça. Les villes qui ne durent que 5 minutes n'ont pas le temps de mettre des pyjamas pour dormir, puis ainsi de suite, en tout cas. Quelle belle incursion. Ben Gilles, d'emblée, on s'en va à l'écrin. 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 Oh, l'écrin que tu seras pour nous, Gilles Latour. Donc, la rangée du haut, ben, ce sont les tiroirs de la raison, tiroirs de la tête. La rangée du centre, ce sont les tiroirs des sens, la perception sensorielle. Le tiroir du bas, ben, c'est la rangée du cœur, donc les émotions, la dimension affective. Ben, je suis un homme de cœur, mais je suis un peu aussi un homme de raison, si on n'y échappe pas. Mais je pense que tout nous vient à travers les sens. En tout cas, une grande partie de ce qui nous vient a initialement été perçu à travers les sens. Donc, si tu permets, je plonge en plein milieu. Oui, vas-y. Vas-y, le tiroir du centre, carrément. Gilles Latour. Qu'ils sont bien roulés. Gilles Latour, quel est ton talent le plus caché? Je dis pas le mieux caché, mais le plus caché. Mon talent le plus caché, et certainement le moins connu, ça va surprendre les gens qui me connaissent parce qu'ils ne connaissent pas ce côté-là de moi, c'est le silence. J'ai un talent pour le silence, mais en présence des autres, j'ai beaucoup de difficulté à me taire. Je parle beaucoup, je parle trop, et pourtant, j'ai un talent pour le silence. Sinon, je n'écrirais pas parce que l'écriture, c'est une parole silencieuse. Ben écoute, t'es pas au bon endroit pour le silence, mais Colin, que je suis content de t'entendre dire que quand t'es en public, toutefois, ça y va, c'est volubile. Bon, vas-y. Encore? Oui, prochain tiroir. Bien, donc, on va aller au cœur. Au cœur? Au cœur des choses. Lequel des trois? Toujours le milieu. Toujours le milieu. Allons-y, allons-y. Je ne suis pas une personne d'extrême, je pense. Gilles Latour, quelle est la cause qui te tient le plus à cœur? Oh là 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 là. Il y a tellement de causes. Et puis, surtout quand on a œuvré dans l'humanitaire, oui. La cause la plus importante de l'humanité, c'est de rester humain ou de se continuer à découvrir en soi l'humanité, malgré qu'on retombe toujours dans les fossés. Mais une cause qui me tient à cœur dans l'actualité, en dehors des grandes causes humanitaires, des grandes causes métaphysiques ou autres, politiques, c'est le monde animal. J'ai vécu, mon épouse de plus de 50 ans m'a enseigné à apprécier, à trouver de la beauté dans la nature et, entre autres, dans la nature animale. On a vécu toute notre vie avec des animaux de toutes sortes, des animaux domestiques, bien sûr. On n'a pas de lion, de tigre ou d'ours chez nous. Tout à fait légal, oui. Mais j'ai trouvé, en observant les animaux, une volonté de vivre. C'est instinctuel, évidemment. Il n'y a pas le niveau de conscience de la mort qu'on a, nous, de la durée du temps, de tout ça. Donc, on les regarde vivre, d'abord pour leur beauté, leur affection, quelle qu'elle soit, telle qu'elle est, mais aussi parce qu'on découvre en eux cette volonté de vivre à tout prix, à tout casser. Or, donc, ça me touche profondément que les gens n'aient pas de respect pour la vie animale, que même des gens se défoulent cruellement sur les animaux, ou encore que notre civilisation,
avec toutes ses valeurs et avec tout ce qu'elle a de beau, en s'étendant, en s'étalant, pollue, contamine et tue au profit d'elle-même, au profit de sa profusion. Et donc, pour moi, l'intérêt que j'ai pour la cause animale, c'est très large. Ça touche justement à tous les aspects de la présence humaine sur notre planète, ce petit grain de sable dans l'univers, et comment on nuit à notre propre bonheur en ne respectant pas la nature autour de nous, à commencer par ceux qui sont les plus près de nous. Nous sommes des animaux conscients, donc les animaux qui nous entourent. Arrête-moi parce que ça, je peux continuer longtemps. Sublime. Prochain tiroir. Le prochain tiroir, ben, on n'évite pas la raison, et la raison doit être raisonnable, alors restons au milieu. Le milieu. Allons-y. Ah ah! Quelle est l'idée la plus géniale que tu as eue, mais qui ne s'est pas concrétisée? Eh bien, l'idée la plus géniale que j'ai eue, qui ne s'est pas concrétisée, c'est probablement celle que j'ai eue hier. Si tu m'avais posé la question hier, c'est celle que j'avais eue avant-hier, et ainsi de suite. Dernièrement, j'ai eu l'idée. C'est pas génial du tout, mais bon, puisqu'il faut répondre à la question, je ne suis pas un génie. Je n'ai pas d'idées géniales. J'ai des idées qui m'amusent un bout de temps. Malheureusement, je les réalise à peu près jamais, donc ça répond en plein à ta question. J'ai l'idée de faire... J'ai un recueil que je n'ai jamais envoyé à des éditeurs qui s'appelle « Enquête sur un vol de perroquet ». Le mot « vol », et c'est ce que j'aime, peut être un vol de perroquets, des perroquets qui s'envolent, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vole des perroquets. Alors, j'ai l'idée de prendre ce recueil-là, toutes les pages, une par une, de toutes les chiffonner, d'en faire des balles et de les mettre dans une cage d'oiseaux et dont le trop-plein s'écoule sur la table. Donc, une espèce de livre-objet et qu'on ne pourrait lire qu'au hasard, aléatoirement, pas de la page 1 à la page dernière, mais en prenant une boule, puis en la défroissant, en la lisant, on la refroisse, on la remet dans la cage ou sur la table. Ça fait penser au poème de Prévert pour faire un oiseau. Pour faire le portrait d'un oiseau. Alors ça, c'était une idée pas géniale du tout. Difficilement publiable et reproductible toutefois, n'est-ce pas? Donc ce serait, comme tu le dis bien, un objet-livre. On peut en faire peut-être des objets, mais après des objets, on se tente de froisser des pages. Alors, l'édition limitée. Droit d'auteur, immédiatement, là, ça t'appartient. Puisque tu viens d'en parler en ondes, ça t'appartient. Très rapidement, dernier tiroir. Bon, alors on va aller à l'extrême gauche du cœur. L'extrême gauche du cœur. Je suis extrémiste seulement dans des matières du cœur. Allons-y. Quelle est l'importance que tu accordes à la dimension affective dans ta vie? Ah ben, je pense que c'est comment dire, c'est le pétrole de notre moteur. Il y en a pour qui, sans doute, c'est la raison, le tiroir du haut. Mais je pense que pour trouver son équilibre, pour trouver la volonté de vivre, justement, dont on parlait tout à l'heure, et que les animaux semblent avoir en quantité continuelle jusqu'au dernier instant, je pense qu'il faut savoir, il faut avoir aussi l'occasion et la chance de puiser et d'offrir l'affection, de recevoir, de puiser chez les autres une affection et d'en donner en échange. Je pense que cet échange-là, ce processus-là, qui est en fait observable dans l'ensemble de la nature et même la physique quantique, la physique des grands espaces, puis la physique du tout petit, nous montre que tout est un échange d'énergie, qui va de l'énergie à la matière et tout ça. Et les relations humaines sont un échange continuellement. Et cet échange-là qui crée les affections, durables ou pas, est ce qui, je pense, nous tient debout jusqu'à la fin. Sublime, sublime. Écoute, en parlant de se tenir debout, c'est déjà le temps de la pause. Donc, on peut se dégourdir, on a quelques secondes à peine. Revenez-nous après la pause, donc. À tout à l'heure. Amant de la littérature, je suis en compagnie de Gilles Latour. Littéraire, aspirant littéraire, curieuse et curieux, Éric Charlebois en compagnie de Gilles Latour. Les paroles restent. Gilles, la pause est déjà finie, là. Oui. Oh, et là, ça va être moins drôle. Ah ah. Tu seras le 10 heures de Belle Aventure. Et je parle au futur simple, parce que finalement, il y a une seule part de hasard.
C'est-à-dire que tu tires une carte, il y a 54 cartes ici. Eh bien, à l'aventure. Mais chaque carte correspond à une question à laquelle tu dois répondre. C'est obligatoire, c'est dans le contrat que tu as signé avant l'émission. C'était en tout petit. Hein? Donc, voilà. C'est Ouais, prêt? j'aurais dû lire le contrat. Oh, t'aurais dû emprunter une loupe parce que c'était très petit. Tu es prêt? Oui, Gilles Latour, tu t'exécutes. ben on plonge au cœur. On plonge au cœur. Le 3 de carreau. Gilles Latour, si tu pouvais décrire ta vie en un mot, quel serait ce mot? Eh bien, ça serait le mot « mot ». Et là, mot au pluriel, le mot « mot ». Les mots sont au centre de ma vie. On peut parler d'affectivité, et bien sûr, c'est inévitable. Mais au niveau, j'allais dire des choix, mais pour moi, c'est presque pas un choix. Tout a passé par les mots. J'ai pu travailler parce que je savais parler, parce que je savais communiquer, parce que je savais écrire. J'ai pu trouver du plaisir parce que j'ai pris du plaisir à écrire. Aujourd'hui, j'ai la chance de publier, mais sans publier, je prends du plaisir à écrire. Je peux regarder la télévision, je peux être dans mon jardin, je peux être au volant de ma voiture. Il y a toujours quelque chose qui me trotte dans la tête au niveau des mots. J'aime créer des objets de mots un petit peu indéfinis, un petit peu en dehors de la norme. J'aime bien quand les mots, on réussit à les faire sortir un peu de leur définition en associant ces mots à d'autres mots. Alors donc, les mots. Et là, je te vois aller, là, quand c'est en auto, quand c'est au volant, c'est main libre, n'est-ce pas? Gilles, tout sérieux, là. Les mots flottent. À quelle proportion dirais-tu que ce que tu écris, tu le soumettrais volontiers à un éditeur? Oh! 10 peut-être, 15 Maintenant, ce 15, ce 10 ou ce 15 ou ce 20 là, j'ai jamais tenu de statistiques, mais cette portion congrue, on pourrait dire, en fait, est le reflet de tout le travail souterrain. C'est comme l'iceberg un peu. On envoie 10 mais sous ce 10 %-là, il y a une espèce de masse énorme qui contribue justement à cette pointe blanche qu'on voit et qui reflète le soleil et qui brille au soleil. Mais il y a cette masse sombre en dessous qui la soutient. Qui est aussi essentiel? Eh bien, qui est essentiel parce qu'en fait, moi, mon processus d'écriture, c'est d'aller piquer, choisir et composer, comme je disais tout à l'heure, des objets de mots, mais à partir d'une masse que je constitue continuellement, que ce soit au volant de ma voiture ou en regardant la télé ou en lisant énormément, ce que je fais en parlant dans mon jardin. Chaque fragment, pour moi, tout d'un coup, trouve ses mots et chaque bout de mot contribue à composer l'objet qui finit par être un poème. Alors, c'est ma façon de faire. Comme une immense mandala, là, Ouais. dans le processus. Voilà. Sublime. Ah, mandala, c'est beau. Vas-y, mon Gilles. Bon, alors là, je vais aller à l'extrême À gauche. l'extrême gauche, socialiste. À peine. À peine. Le 9 de carreau. Oh! Ah, je suis toujours Gilles d'accord. Latour, dans quelle couleur écris-tu? J'écris dans le noir et dans le bleu. Oh! J'essaie d'éviter le violet. Le rose ne me sied pas. Alors donc, le noir, parce que je suis d'une certaine façon un optimiste, ayant accepté que la vie finit toujours comme on le sait, et que pendant la vie, il y a des épisodes qui sont très noirs. Ayant accepté ça, ben, j'aime autant faire le mieux que je peux, et tout ça. Donc, j'écris toujours avec un fond noir. Quand j'écris en bleu, c'est du bleu foncé. Mais le bleu, déjà, il y a de l'espoir. Sublime. On lève les yeux au ciel. Sublime, et t'as même pas hésité. Très, très beau. Vas-y, vas-y, vas-y. On va mettre ça un petit peu. Mais tu remarques que je porte du rouge. Tu peux aller ça. Mais il y a du noir, il y a du noir. Ça te sied. Et voilà, là, tu me donnes pas de choix, je suis obligé d'y aller vraiment elle est au belle. hasard. C'est un joker. OK? Gilles Latour, aimes-tu l'humour? Oui. Pourquoi? J'ai même écrit un poème, d'ailleurs, qui apparaît, si je ne me trompe pas, à l'envers, c'est au 4e de couverture. Oui. Et les premières lignes sont « La poésie est une forme douloureuse d'humour. Elle provoque tour à tour l'hilarité, la colère, l'angoisse et l'ennui. Elle arrive à faire à ses fins au moyen de tours de passe-passe, etc., etc. » Pour moi, la poésie, c'est une forme d'humour. C'est une forme
qui nous permet de prendre notre distance avec le quotidien, avec la prose de notre vie, avec la prose narrative de notre vie, de prendre cette distance avec une certaine ironie et de recomposer, comme je disais, avec tous les fragments de cette vie-là, quelque chose qui est une forme d'humour. Des fois, l'humour est noir, des fois, il est un peu plus bleu. Comme j'ai dit, j'évite le rose, c'est pas une couleur qui me vient naturellement. Mais oui, l'humour, c'est important pour moi. J'aime beaucoup rire et je dois dire, beaucoup de choses me font rire. Quelle est l'instance qui considère sérieusement les choses? C'est-à-dire qu'on écrit à partir de bribes qui nous ont fait rire, ou comme tu le dis très bien, on prend en note donc des situations ironiques. Oui, à un moment donné, il y a une instance qui doit en faire un certain travail. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un sérieux qui nous a pénétrés? Et comment dire? Le sérieux, c'est le travail. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas, parce que je ne l'ai pas observé chez moi, puis je ne l'ai pas observé beaucoup chez d'autres, de l'inspiration qui nous arrive comme un rayon qui traverse le nuage, là, puis qui, pouf, tombe sur la page blanche, et puis qui nous dicte à partir de l'inconscient. L'inconscient, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une masse surtout sombre en dessous de tout ça, mais le travail, c'est d'aller extraire ces fragments à partir de la réalité et de les composer. Et c'est là que l'intuition, c'est-à-dire l'inconscient, d'une certaine façon, nous mène dans une direction plutôt qu'une autre. Et le produit de tout ça, c'est cet objet de mots qui, à son tour, doit produire un sens, dont le sens n'est pas toujours nécessairement apparent. Aux yeux de beaucoup, ces poèmes-là peuvent paraître abstraits. Mais je pense que, parce qu'un poème, c'est court, c'est pas comme lire un roman de 300 pages. Absolument. Un poème, ça se lit des fois en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, donc on peut y revenir. Voilà. On n'a pas le temps vraiment de dire « Ah, ça m'ennuie, je jette par la fenêtre, je mets ça aux ordures ». On peut y revenir jusqu'à temps qu'on découvre qu'il y a un sens. Or, ce sens-là, c'est pas toujours nécessairement celui que moi, je pense y avoir mis, parce que l'imaginaire joue chez le lecteur. Absolument. Et l'imaginaire, pour moi, c'est un département de la mémoire. C'est-à-dire que les souvenirs, on sait, sont rarement exacts. Ouais. Alors, c'est l'imaginaire qui va dans la mémoire du lecteur même, devant les images du poème, et qui se crée comme des souvenirs. Pour moi, la poésie, c'est un processus comme ça, qui se joue entre l'écrivain, la parole silencieuse du poète, de l'écrivain, et l'imagination qui puise dans la mémoire puis dans les souvenirs, qui crée des souvenirs chez le lecteur. C'est une chimie, en somme. C'est une chimie. Voilà. La poésie, c'est une chimie. Sublime. Ou un processus chimique. Je ne le dirais pas mieux. Gilles Latour, prochaine carte. Oui, à tout hasard. À tout hasard, on est là, à tout hasard. J'allais la lire. Le 9 de cœur. Qui était ton auteur préféré quand tu étais enfant ou ado? Enfant? Bon, je ne sais pas trop quand mon enfance s'est terminée, quand l'adolescence a commencé, mais je me souviens que enfant, probablement, c'est-à-dire avant l'adolescence, mais vers la fin de l'enfance, je lisais, comme tout le monde, des Bob Moran, puis des trucs comme ça, parce que, bon, c'était de mon époque. Là, les gens, probablement, ne reconnaîtront pas ça. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Mais j'ai lu un nombre infini d'auteurs, d'un auteur britannique qui écrivait des livres sur l'aviation, puis les combats de la Première Guerre, combats aériens de la Première Guerre mondiale, dont j'oublie, c'était le Major Holmes ou quelque chose comme ça, et qui a composé ces romans pour adolescents qui m'ont fasciné, que j'ai lus, mais le livre qui, à la fin de mon enfance et au début de l'adolescence, m'a dirigé vers ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire m'a fait découvrir les mots et la puissance poétique de l'association des mots, c'est Pieds nus dans l'aube de Félix Leclerc. Et je remercie ma mère pour ça. Parce que ma mère, qui était fatiguée de me voir lire des comics, et c'était avant qu'on pense en termes de bande dessinée, la bande dessinée noble, inventive, créative, mais les comics américains que je lisais, bon, ça ne lui plaisait pas. À la manière des parents dans ce temps-là, elle a fait un feu, puis elle a mis tous les comics dans le feu. Puis là, j'étais bien fâché, mais elle m'a mis entre les mains Pieds nus dans l'aube de Félix. Et j'ai boudé ça pendant des jours, mais à un moment donné, il fallait que je nourrisse mon imagination. J'ai ramassé le livre, je l'ai lu et ça a changé ma vie. Ça a révolutionné. Sublime. Des comic strips à pieds nus dans l'aube. Oui. Wow! Bien, la première page, les premiers paragraphes déjà ouvrent. Quel beau parcours. Pour moi, en tout cas, vers l'univers. Vas-y. Ouvre. Tiens, je vais me forcer, je vais aller plus loin. On s'étire. Le 5 de pique.
Lequel parmi les 5 sens est le plus important selon toi et pourquoi? Ben, j'allais dire c'est le 6e. mais ça serait pas être honnête. Là. Tout simplement, Président, pour moi, le 6e, c'est la conscience, OK. qui réunit tous les autres sens pour former des pensées, des images, des idées. Pour moi, donc, le 6e sens est le plus essentiel. Mais probablement que celui qui est le plus important pour moi, c'est la vue, je pense. Ils sont tous importants. Puis, quand on voit quelque chose, on l'entend. Des fois, on entend quelque chose. Et ça a été beaucoup exploité dans la poésie, comme tu sais. Oui. Le mot m'échappe, là. Tu t'en souviens, toi, qui es si savant. Ben. Mais il y a un mot qui décrit comme le mélange des sens. La comme ça. synesthésie. C'est la synesthésie. Alors, on entend quelque chose, ça nous donne des images visuelles. On voit quelque chose, ça nous rappelle une odeur ou un toucher. Et évidemment, quand on est amoureux, le toucher est inévitable et important. Alors, donc, c'est difficile d'en choisir un, mais je pense que c'est la vue. Je pense que celui que je craindrais de perdre le plus, ça serait la vue. C'est une belle façon, ça, de la tourner ou bien de l'anticiper. Et comme j'écris surtout en images, et le mot image en soi évoque pas seulement du visuel, mais ça part de quelque chose qui se voit. Sublime, sublime. Donc, on voit, vas-y. On tire, on continue. tire. On continue. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure. On continue. Le valet de trèfle. Ah, quel est ton porte-bonheur ou quelle est l'une de tes superstitions si jamais tu n'as pas un objet porte-bonheur? J'allais dire le trèfle à 4 feuilles. Ça serait trop facile. Ben non, mais écoute, C'est un trèfle, c'est une carte de trèfle. Ah, ben oui, Alors, c'est d'ailleurs pour ça que la question correspond la à ça. superstition, je dois en avoir, mais c'est quelque chose, la superstition, que j'ai toujours détesté, parce que la superstition, ça a toujours été quelque chose qui menait les gens dans des directions difficiles et même cruelles ou désastreuses, catastrophiques, que ce soit à cause d'idéologie, de métaphysique, de religion. Je ne sais pas si j'en ai une superstition, mais je sais que j'ai peur de la superstition. C'est peut-être ça, ma superstition. OK. Donc, la phobie serait la superstition. Oui, je pense que oui, parce que la superstition, en soi, c'est faux. Ou enfin, c'est quelque chose qui est profond, dont on arrive mal à se débarrasser et qui nous influence. Et d'être influencé par quelque chose qui est faux, ça me semble le comble de la déraison, de la folie même. Bien là, on n'ira pas dans la déraison, Gilles. C'est à peu près catastrophique, mais c'est pas tragique. C'est déjà la fin de l'émission. Ah, on retourne au silence. Gilles Latour, quel plaisir, quel honneur, mon ami. Au plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Mesdames et messieurs, donc, amants, amantes de la littérature, curieuses et curieux, revenez-nous la semaine prochaine en direct de nos merveilleux studios chez TVC 22 à Rockland. Je suis Éric Charlebois, votre humble serviteur qui vous dit à la semaine prochaine.